Bonjour, nous sommes dans le quatrième cours d'intelligence économique et aujourd'hui nous allons parler des opportunités et menaces et également voir donc quel a été l'impact de ce qu'on appelle les NTIC ou plus récemment même aujourd'hui ce qu'on appelle les TIC, les technologies d'information et de communication, quels ont été donc leurs impacts sur ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire la mondialisation, la globalisation, l'ouverture des marchés, le changement des régulations. Donc toutes ces choses-là, quel a été l'impact des NTIC, des technologies, des nouvelles technologies d'information et de communication, ou bien si vous voulez, parce que récemment, ou bien maintenant, maintenant on ne parle plus de NTIC. Bon, même si c'est un terme qui est toujours utilisé, mais aujourd'hui on parle plus de TIC, c'est-à-dire de technologies d'information et de communication à la place de NTIC. Voilà, des nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, voilà. Quel a été l'impact de ces TIC-là, de ces technologies d'information et de communication? Une des conséquences, ça a été principalement ce qu'on appelle l'essoufflement du taylorisme. Je ne vais pas faire un cours de psychosociologie ou bien de psychologie du travail, parce que c'est normalement dans ces modules-là qu'on apprend ces choses-là, c'est-à-dire le taylorisme, le fordisme, etc. Donc ce sont les grands penseurs comme Frederick Taylor, Henry Ford, etc., dans les siècles précédents, voilà, qui avaient mis en place des systèmes d'augmentation de la productivité, en tout cas d'organisation du travail. Donc vous connaissez tous ce qu'on appelle le taylorisme, et donc la production en chaîne. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais aujourd'hui on va s'intéresser principalement à ce que les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles formes d'entreprise auxquelles on a vu, donc on a assisté à la naissance. Parce que je crois que dans le cours précédent, on avait expliqué que avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la domination des États-Unis sur le reste du monde, et également avec les grands bouleversements qui ont été notés à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu que donc il y a eu beaucoup de changements. Les marchés s'étaient étendus et étaient devenus des marchés internationaux, des marchés sous-régionaux du moins, des marchés internationaux, des marchés sous-régionaux. Également, on avait vu ce qu'on appelle la naissance de firmes transnationales, c'est-à-dire une entreprise pouvait se permettre d'étendre ses activités au-delà de son territoire, du territoire où elle se trouve. Et donc tout cela, bien sûr, vous avez vu que donc ça va forcément avoir des conséquences sur les modèles qui ont été mis en place, qui ont été pensés, qui ont été créés par les penseurs comme Taylor, comme Ford, comme Maslow, etc. Parce qu'au moment des deux révolutions industrielles, de la première révolution industrielle et la deuxième révolution industrielle, c'était eux qui avaient pensé des méthodes qui pouvaient aider à l'organisation du travail, que ce soit au niveau administratif ou bien au niveau de la production. Voilà. Mais comme je vous ai dit, une entreprise qui produit localement ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une entreprise qui produit pour l'international. Je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple une entreprise comme par exemple, je ne sais pas, ici au Sénégal, puisqu'on est au Sénégal, donc si je donne l'exemple par exemple avec une entreprise comme la Sedima, qui est une entreprise locale et qui produit donc des poulets, des poulets de chair, et également je pense même, voilà, des poulets de chair et également des aliments, oui, ils font également des aliments je pense, pour poulets. Donc si une entreprise par exemple comme la Sedima qui produit pour le marché local, vous voulez par exemple aujourd'hui étendre sa production au niveau international,
et vendre par exemple ces produits au niveau sous-régional, comme par exemple dans la sous-région africaine, ou bien même en Afrique de l'Ouest, comme par exemple au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. par exemple. Et même aller par exemple au-delà de la sous-région, et aller même jusqu'en Europe, ou bien par exemple jusqu'en Amérique, ou bien jusqu'en Asie. Vous savez que donc les besoins de cette entreprise-là ne seront pas les mêmes, hein, si seulement elle souhaiterait rester seulement au niveau local, donc produit pour le marché local. Donc ouais. En tout cas donc l'expansion des marchés a eu un impact sur les anciens modèles d'organisation du travail qui étaient mis en place par des penseurs comme par exemple Taylor, comme Henry Ford, etc. En fait, c'est ça que je vais expliquer. Et vous savez que également, comme je vous ai dit, à la sortie des deux guerres, et surtout durant la période qu'on appelle la période des 30 glorieuses, les 30 glorieuses, c'est une période où le continent européen est principalement, et bien de façon générale du moins, les pays développés, les pays qu'on appelle les pays développés, donc ont vécu une augmentation de leur niveau de vie, et également donc ils ont également vécu donc une croissance, hein, une forte croissance économique. Donc c'est ça qu'on appelle la période des 30 glorieuses. C'est une période qui se situe entre 1946 et 1975. Voilà, et qui a concerné des pays comme les pays développés du continent européen, comme par exemple la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ou bien par exemple des pays asiatiques développés, comme le Japon, par exemple. Mais après donc ces 30 glorieuses-là, vous avez vu que donc on va voir après que donc il va y avoir ce qu'on appelle une stagnation, hein. La productivité va un peu connaître un ralentissement. Voilà, donc c'est ça. Et ça montre les limites du taylorisme, hein. Ça montre les limites du taylorisme, comme on a dit. Vous savez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une entreprise qui produit localement peut-être peut se permettre, je ne sais pas, d'utiliser par exemple le taylorisme, par exemple. Hein, utiliser des personnes, faire ce qu'on appelle le travail en chaîne. Hein, hein, également, donc on prend par exemple des personnes, on leur donne des postes, et souvent, la plupart du temps, les gens là font ce qu'on appelle un travail répétitif, hein, donc à un poste donné. Mais puisque donc avec les révolutions, il y a eu également la naissance de ce qu'on appelle la machine. Vous savez que par exemple, si je donne l'exemple avec l'agriculture, avant les deux révolutions, la première révolution industrielle et la deuxième révolution industrielle, hein, c'était le travail manuel qui était utilisé, n'est-ce pas? Les gens faisaient par exemple de l'agriculture, mais avec la main. Hein, les gens faisaient la pêche, mais c'était la pêche artisanale. Dans beaucoup de secteurs, hein, dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup de domaines d'activité, il y avait des activités certes, mais c'était la plupart du temps, donc on utilisait la main, hein, donc ça se faisait de façon manuelle. Mais avec les révolutions, donc vous le savez déjà, vous savez que donc avec les révolutions, il y a eu la naissance de la machine, hein, l'apparition de la machine. Par exemple, si c'est dans le domaine de l'agriculture, il y a eu l'invention de la moissonneuse-batteuse, hein, des machines qui font la décortication, qui décortiquent par exemple l'arachide. Voilà, c'est seulement des exemples, mais il y a beaucoup de machines comme ça qui ont été inventées, hein. Des machines pour faire la semence, des machines pour faire la récolte. Et ces machines-là, vous avez vu que donc, quand elles sont venues, elles ont pris la place de l'homme. Et donc, il y avait maintenant la possibilité de produire plus, d'augmenter la production. Par exemple, si l'homme était capable de produire 100 unités, hein, avec la machine, on pouvait se permettre cette fois-ci de faire 1 million d'unités si on voulait. Et ouais, et donc tout ça, donc, ça a forcément eu des impacts sur le modèle, par exemple, du taylorisme, hein, qui avait quand même certaines limites. Hein. Et voilà. Et aussi, bien sûr, voilà. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a entraîné ce qu'on appelle la fin de la production standard. Et donc, on a assisté maintenant à ce qu'on appelle la production en masse,
Et également, il y a eu aussi la naissance de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Hein, l'économie d'échelle. Si par exemple, durant par exemple la période des 30 glorieuses dont on a parlé tout à l'heure, on produisait beaucoup, hein, parce que à ces moments-là, hein, il y avait ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, euh, une augmentation de la consommation. Hein. Les gens consommaient beaucoup, hein, ce qu'on appelle la société de consommation. Donc les gens consommaient beaucoup, beaucoup. Mais puisque donc ces 30 glorieuses-là, à partir de 1975, ont connu un déclin, il fallait maintenant penser à de nouvelles formes de production. C'est-à-dire que l'entreprise ne pouvait plus se permettre seulement de produire comme ça en masse, mais elle devait cibler sa production. C'est-à-dire, on devait maintenant prendre en compte des besoins des clients avant maintenant de pouvoir maintenant produire. Voilà, parce qu'on ne pouvait plus se permettre maintenant, comme je vous ai dit, de produire comme ça pour produire seulement. Donc quand on produit, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la demande. Hein. Vous connaissez les notions, les concepts d'offre et de demande. Hein. Donc la demande, c'est le besoin des consommateurs, ou bien les besoins des consommateurs. Et l'offre, c'est ce que l'entreprise propose. Hein, vous voyez. Donc maintenant, à partir donc de 1975, maintenant, les entreprises, hein, ont repensé leur modèle de production. Hein, donc cette fois-ci, on ne produit plus comme ça, comme ça seulement pour produire en masse comme ça, mais cette fois-ci maintenant, on était obligé de produire en fonction des besoins du marché, ou bien des marchés. Vous voyez. Et donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dû également aux révolutions, hein, à la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, hein, et aussi bien sûr la révolution des NTIC, la révolution des technologies d'information et de communication. Parce que vous savez que, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous saviez qu'il y a une troisième révolution. Bon, je suis sûr que les deux premières révolutions, vous les connaissez déjà. Première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une troisième révolution. Peut-être je vais vous laisser répondre à cette question-là. Quelle est la troisième révolution qu'on vit aujourd'hui, hein? Donc c'est la troisième révolution qui est venue après la première et la deuxième révolution industrielle. Hein? Donc je vais vous laisser répondre à cette question-là. Et donc peut-être après je vais donner la réponse plus tard, peut-être dans le prochain cours. Donc c'est une question à 1000 euros, hein, ou bien à 1 million.